Bonjour à tous. Donc, je suis Louis Fouquier. Je suis hémérologue, c'est-à-dire spécialiste des calendriers. Et je vous propose aujourd'hui un certain nombre de méthodes qui vont démontrer que les maths, ça sert, en effet, ça sert à maîtriser le temps des saisons, à dompter les jours et les saisons, et à mieux comprendre quel jour nous sommes et qu'est-ce qui se passe à quel moment. Je vais appuyer cette conférence sur quelques transparents qui sont téléchargeables sur le stand virtuel de la Société astronomique de France au Salon Culture et Jeux mathématiques 2021, au salon virtuel, au salon des maths et réalisés, Culture et Jeux mathématiques. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vous propose à travers ce cycle de 3 conférences? S'il veut bien passer au suivant. Ah. Voilà. Je vous propose de vous aider à tirer le meilleur parti de votre calendrier. Par exemple, quelle est la durée du jour le 6 juin? On pourrait dire la durée du jour aujourd'hui, c'est-à-dire la durée pendant laquelle le soleil est au-dessus de l'horizon et vous avez de la lumière. Si vous savez répondre d'instinct, c'est formidable, mais si vous ne le savez pas, je vais vous aider à le faire. Quel jour de semaine tombe le 15 août cette année? Ça, ce sera la conférence de demain. Et aussi demain, le 6 octobre, c'est quel numéro de semaine? Vous savez que dans les entreprises, on utilise des projets, on suit les projets à l'aide des numéros de semaine, mais très souvent, les gens ne savent pas très bien dire à quoi correspond un numéro de semaine ou dans quel numéro de semaine tombe une date. Alors, plus compliqué, quelle est la phase de lune le 31 mai 2020? La Pentecôte, et vous verrez d'ailleurs que à la Pentecôte, la lune est souvent un peu la même, pour des raisons que vous comprendrez. Quelle est la date de Pâques en 1954? Alors vous me direz, c'est facile, hein, on regarde un agenda, un almanach de 1954 et on trouve la date de Pâques. Ah bah ouais, mais ça ne se trouve pas forcément sous le pied, hein. Et en fait, ce que je voudrais vous montrer dans la conférence de samedi, c'est comment faire le calcul de Pâques par calcul mental. Alors, calcul mental, ce n'est pas forcément calcul immédiat. Hein. Quand vous faites 2 plus 2, ça fait 4. Ça c'est un calcul mental, bien sûr, c'est un calcul immédiat. Non, c'est un calcul en plusieurs phases, mais qui peut se faire mentalement. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que vous puissiez répondre en quelques secondes à ce type de questions. Aujourd'hui, nous allons traiter la durée du jour, selon la date dans l'année. Alors, pour faire ça, il faut d'abord un nombre de principes simples. À Paris, vous avez probablement appris dans vos cours de géographie, quand vous étiez écolier, que le jour le plus court dure environ 8 heures. En fait, c'est plutôt 8h30, mais on va arrondir à 8 heures parce qu'on n'est pas une demi-heure près pour les usages classiques. Les astronomes, eux, ils ont besoin de savoir ça à la seconde près. C'est normal. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si à telle heure dans la journée, il y aura ou pas du soleil. Le jour le plus long, lui, dure 16 heures. C'est quand même 8 heures de plus. Hein. Énorme. Énorme différence. Alors, au premier ordre, le cycle de la durée du jour, c'est une fonction sinusoïdale du temps dont la période est une année. D'accord? Donc, ça augmente et ça descend un peu comme une balançoire, comme un pendule, comme tous ces phénomènes périodiques simples. C'est au premier ordre. En fait, c'est plus compliqué que ça pour des tas de raisons, mais au premier ordre, c'est une fonction sinusoïdale et avoir une évaluation de ce type-là, ça suffit. Et alors, justement, une fonction périodique comme cela, ça s'approxime avec un truc que connaissent bien les marins, qui est la règle des 12e. Une règle extrêmement simple qui justifie d'ailleurs que l'on divise les cycles en 12 plutôt qu'en 10. 12, c'est 3 fois 2, donc il y a beaucoup, c'est 4 fois 3, donc il y a plusieurs nombres premiers qui divisent ça très bien, et en plus, ces nombres ont de très bonnes propriétés.
En revanche, on a un problème avec notre calendrier grégorien, c'est qu'à cause d'un certain nombre de caprices de Jules César, etc., enfin en raison de circonstances dont je pourrais vous parler à la fin de la conférence si ça vous intéresse, eh bien, les mois sont décalés par rapport au solstice et aux équinoxes. C'est le seul calendrier solaire qui soit comme ça, hein, je vous signale. Le seul calendrier solaire au sens qui cherche à rester synchronisé avec le cycle du Soleil, avec le cycle des saisons. Les autres calendriers solaires commencent à l'équinoxe ou au solstice. Eh bien, pas le calendrier grégorien. Alors, pour trouver une solution, eh bien, on peut utiliser un calendrier un petit peu décalé, qui est celui-ci, le calendrier milésien. Alors, pourquoi on l'appelle milésien? C'est en hommage au tout premier philosophe dit présocratique, donc c'est avant Athènes, c'était des philosophes de Milet. Milet était une ville extrêmement féconde, c'était le point de passage entre la civilisation égyptienne, les Grecs, il y avait des contacts également avec la Mésopotamie, et il y avait un personnage que tous les collégiens connaissent, Thalès. C'est Thalès de Milet. C'est lui dont on connaît le fameux théorème qu'on apprend en classe de 5e à peu près. Et tous ces philosophes ont mis en avant une philosophie dans laquelle on dit que les phénomènes que l'on observe, comme le lever, le coucher du soleil, les mois lunaires, etc., ce ne sont pas des caprices des dieux, ce sont des phénomènes naturels dont il importe de connaître les lois. Donc on peut dire que c'est le fondement de notre philosophie scientifique. Alors le calendrier milésien, quelles sont ses caractéristiques? Les 12 mois, il y a 12 mois déjà, et ils sont réguliers, c'est-à-dire qu'ils sont tous de 30 ou 31 jours. Il n'y a pas de mois de 28 jours un peu capricieux là. Tous les mois sont de 30 et de 31 jours. Ils commencent exactement au solstice d'hiver. Le premier jour de l'année, c'est le jour du solstice d'hiver. Donc en ce moment, c'est le 21 décembre ou le 22 décembre. Parfois le 22 décembre. Eh bien, il se trouve que, en tout cas, entre 2010 et 2042 à peu près, c'est toujours le solstice d'hiver qui correspond au premier jour du calendrier milésien. D'accord? Il se convertit assez simplement avec le calendrier grégorien. On va voir ça dans le transparent suivant. Il se convertit aussi simplement que possible. C'est-à-dire qu'il y a un décalage d'une dizaine de jours. On va voir comment on peut le gérer, puisque le calendrier milésien est plus régulier que le calendrier grégorien, et donc on est obligé de faire quelques arbitrages. Mais cette conversion, elle est fixe. Il rend compte du cycle des saisons, comme vous pouvez le voir ici. Alors, pour être tout à fait exact, vous voyez ici que les saisons semblent parfaitement égales. Ce n'est pas le cas en réalité, mais les saisons civiles, c'est-à-dire les saisons de Monsieur Tout-le-Monde, en gros, on retient que c'est 3 mois, c'est 91 jours, 91 ou 92 jours. Ici, vous voyez que c'est 91 jours, ici c'est 92, ici c'est 91 jours, et ici c'est 92 jours lors d'une année longue. C'est 91 lors d'une année courte où il n'y a que 365 jours. Et puis, comme il est régulier, eh bien, tous les calculs sont facilités. Je peux vous dire qu'en calendrier milésien, vous n'auriez pas le bug qu'on voit dans Excel, où toutes les dates, toutes les premières dates de 1900, hein, entre le 1er janvier 1900 et le soi-disant 29 février 1900, sont fausses, sont des dates fausses. 1900 n'était pas une année bissextile. Et avec le calendrier milésien, on n'aurait pas eu ce problème-là. Alors, je vous ai dit que les conversions étaient simples. En fait, il faut se dire que dans tous les calculs, dans tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, demain et après-demain sur les calculs, l'année régulière, c'est l'année bissextile, parce qu'elle a 366 jours, c'est-à-dire 360 plus 6, c'est-à-dire 12 fois 30 plus 6, c'est-à-dire plus un demi-12. Ça ne sert à rien
cette propriété facilite beaucoup les calculs. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les premiers des mois milésiens, ici, etc., c'est le plus souvent le 22 du mois grégorien précédent. Alors, c'est vrai, en tout cas, à partir d'ici. Il n'y a aucun doute. Et il y a quelques exceptions. Les exceptions, ce sont les 2 mois impairs qui se finissent par ambre, donc septembre et novembre. Ici, le début du 10e mois, c'est 21 septembre, non pas 22, et le début du 12e mois, c'est 21 novembre et non pas 22. Et c'est aussi janvier et février, dans une année bissextile. Donc en 2020, effectivement, le 21 janvier était le premier secondème et le 21 février était le premier tertème. À l'inverse, le premier grégorien, c'est le 11 du mois milésien de même rang. Donc ça, c'est vrai c'est vrai en fait, sauf pour certains mois, les mois tertème, quintème, septème. Donc ces mois-là, hop, hop et hop, on a des exceptions. Pardon, là je passe au suivant, ce qui n'est pas intéressant. Donc, pour ces mois-là, la conversion, c'est avec le 10 et non pas avec le 11. Et puis, il y a l'exception de février, parce que février est trop court. Donc là, le décalage est dans l'autre sens. En année bissextile, c'est le 12 secondème, donc 1, 2, 2, 2, voilà, qui est le 1er février. Ça se passe ici. Alors, ce truc est assez simple, hein, ça tient un peu, évidemment, vous n'allez pas le retenir tout de suite, je suis bien d'accord, mais vous le retiendrez assez facilement en commençant par les années bissextiles, parce que pour les années communes, il suffit de retenir qu'il n'y a de variante que pour cette partie de l'année. Dans cette partie de l'année, en année commune, il y a un décalage d'un jour par rapport aux années bissextiles. Pourquoi? Parce que l'année, le jour intercalaire, en fait, est le dernier jour de l'année précédant l'année bissextile. Donc, en calendrier milésien, c'est 2019 qui avait 366 jours. Et le 366e jour, c'était le tout dernier jour de l'année. Ça, mettre le jour intercalaire à la fin de l'année, c'est extrêmement facilitant pour tous les calculs. C'est un principe de calcul, d'ailleurs. Alors, comme il y a un décalage à partir de décembre, effectivement, au lieu du 22 décembre, on part le 21 décembre. D'accord? Et puis, ce décalage se prolonge sur le 20 janvier et le 20 février. C'est normal. En revanche, les 1er janvier, 1er février sont décalés d'un jour plus tard par rapport au calendrier milésien. Donc, le 1er janvier, au lieu de tomber le 11 UNEM qui aurait été régulier, il tombe le 12. Et le 1er février, qui déjà tombe le 12 secondème, c'est le seul cas en année bissextile, ben là, il est décalé au 13. Voilà, donc ce n'est pas si compliqué que ça à retenir. C'est beaucoup, mais c'est aussi simple que possible. Et surtout, dans toute cette partie, tout ce cycle-là, une date grégorienne est toujours égale à la même date milésienne, et réciproquement. Alors, comment on utilise la règle des douzièmes? Version originale. Comment estimer les hauteurs d'eau pour une marée semi-diurne? C'est-à-dire que les marées, nous connaissons, où il y a 2 marées par jour, donc une marée par 12 heures. Supposons qu'on ait une pleine mer à minuit et un marnage de 12 mètres. Ça simplifie beaucoup, mais ça donne l'exemple. Eh bien, à partir de minuit, la mer va baisser de 1 mètre la première heure, de 2 mètres la seconde heure. Donc, au bout de 2 heures, la marée aura au total baissé de 3 mètres. 1 mètre la première heure et 2 mètres la seconde heure. La 3e heure, elle va baisser de 3 mètres. Donc, elle aura baissé au total de 6 mètres, la moitié, c'est normal, puisqu'elle doit baisser jusqu'à la basse mer en 6 heures. À la 4e heure, elle va encore baisser de 3 mètres. Ah, oui. À la 5e heure, elle va baisser de 2 mètres. Et
À la fin de la 6e heure, elle a rabaissé d'un mètre supplémentaire, total 12 mètres. Donc effectivement, on a atteint notre marnage, on a atteint notre basse mer. Et puis, elle va remonter d'1 mètre la 7e heure, et etc., etc. Je ne vous fais pas le détail, jusqu'à la 12e heure. Et c'est comme ça que les marins estiment la hauteur de mer chaque heure quand ils doivent concevoir une navigation, savoir s'ils peuvent passer au-dessus de haut fond, etc. Petite explication de cette règle sur un schéma. Vous voyez, le temps se déroule ici, première heure, deuxième heure, troisième heure, quatrième heure, cinquième heure, sixième heure, et la hauteur d'eau, elle se mesure ici, sur le diamètre de cette figure. Et vous voyez bien que la première heure, la différence est d'à peu près un 12e, un petit peu, en fait, un petit peu moins. La deuxième heure, la différence, elle est exactement de 3/12e. Exactement, vous vous souvenez, les formules de sinus et de cosinus, ben, il y a la valeur 1,5 pour 60 degrés. D'accord? Donc, elle est exactement de cette valeur-là. Et ensuite, à mi-parcours, ben, forcément, vous êtes à mi-marnage. C'est symétrique quand vous continuez ici, et évidemment, c'est la même chose quand vous remontez de l'autre côté. Et ça, évidemment, c'est pour un cycle qui est divisé exactement en 12. Le cycle des marées, ce n'est pas exactement 12 heures, puisqu'il y a un retard de 50 minutes, puisque la Lune recule un petit peu. Bon. Mais même si ce n'est pas tout à fait précis, ça suffit très largement pour les usages classiques. Pour les mesures exactes de marée, vous avez d'autres influences que la Lune. Vous avez bien sûr le Soleil qui diminue le marnage. Vous avez même des influences des autres planètes qui créent d'autres zones. Donc la marée, c'est un phénomène extrêmement compliqué. Même si vous le prévoyez à quelques centimètres près, vous pouvez avoir une incidence de la météo, tout simplement, ou de la pression atmosphérique. Donc de toute façon, vous ne pourrez jamais avoir une prévision absolument fiable. Mais l'estimation par les 12e suffit très largement à la plupart des marins pour savoir où est-ce qu'ils doivent se rendre. Eh bien, cette méthode, on peut tout à fait l'utiliser pour estimer la durée du jour dans les zones tempérées qui sont les nôtres. D'accord? Même principe. Nous avons un maximum de 8 heures, nous avons un minimum de 8 heures, nous avons un maximum de 16 heures de durée de jour. Le 12e de cet écart, c'est 40 minutes. D'accord? Un mois après le solstice d'hiver, donc à la fin de UNEM, vous aurez gagné 40 minutes. En fait, un petit peu moins, mais vous aurez gagné 40 minutes. Et donc, par jour, ça vous fait gagner en moyenne 1 minute et 20 secondes. Au cours du mois secondem, vous allez gagner 80 minutes de jour. Et donc, pendant ce mois, vous allez avoir vous allez gagner un nombre de minutes par jour qui est le double du précédent, 2 minutes et 40 secondes par jour. Le 3e mois, vous allez gagner 2 heures, rien que ça. Donc, rendez-vous compte, entre le 20 février et le 21 mars, vous gagnez 2 heures de jour. C'est quand même énorme. 3 minutes par jour en moyenne. Et en fait, 3 minutes par jour chaque jour, on peut dire ça. Au cours de Cartem, c'est-à-dire du 22 mars au 21 avril, vous allez gagner encore 2 heures. Donc, rendez-vous compte, pendant ces 2 mois-là, autant ces 2 mois-là, vous n'avez pratiquement pas de différence, vous avez 40 minutes de différence entre la durée du jour ici et la durée du jour là. Au contraire, pendant ces 2 mois, vous allez gagner 4 heures. C'est énorme. En quintem, vous gagnez 80 minutes, comme en secondem, et en sextem, vous ne gagnez plus que 40 minutes. Évidemment, la même chose pour quand vous allez vers le solstice d'hiver, mais en diminution. Alors, en pratique, comment estimer la durée du jour? Alors déjà, si vous êtes à une certaine date, il faut rechercher 10 jours plus tard pour vous mettre en millésien.
Vous calculez la durée du jour en début de ce mois, donc avec la méthode des douzièmes, hein, vous en êtes à 1, 2, 3, 6, 9, douzième, et vous corrigez à l'intérieur par une interpolation linéaire si vous l'estimez nécessaire. C'est dans les derniers mois, dans le dernier mois, c'est pas très utile, vous n'avez plus que 40 minutes de battement. Mais évidemment, quand vous êtes sur des mois où vous gagnez 2 heures, ça vaut le coup. Alors, 6 juin, comment on fait? Là, je vais vous donner l'exemple, mais ce serait bien qu'après, on en fasse un ensemble sur le tableau. Voilà, le 6 juin, vous ajoutez 10 jours, ça fait le 16 sextème. D'accord? C'est le milieu du mois, du 6e mois. Au premier sextème, la durée de jour, elle a augmenté de 7 heures et 20 minutes. Donc, elle a augmenté de 11 douzièmes finalement. Et ça donne 15 heures et 20 minutes. Vous auriez pu partir dans l'autre sens. Vous auriez pu partir de 16 heures, c'est 16 heures moins 40 minutes. Bon, on a le même résultat. Pour aller du 1er au 16, vous rajoutez 16 fois 1 minute et 20 secondes, donc ça fait 21 minutes. Et voilà. Résultat, 15h41 minutes. Alors, je ne sais pas combien donne l'IMCCE là-dessus, ça ne doit pas être très différent. L'incertitude, globalement, c'est d'à peu près une demi-heure quand vous utilisez ce principe-là. Ce que j'ai pu regarder en comparant les durées précises et ça. Voilà, alors déjà, avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des questions? Je vais arrêter un instant. Voilà. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Oui. Certainement, oui. Voilà. Donc c'est simple. Est-ce que ça vous paraît complexe? Évidemment, vous me direz quand je vais vous quitter, comment on fait? Vous pouvez aller chercher les transparents, ils sont sur le site. Voilà. Mais les autres participants, Bernard? Oui, c'est clair comme ça, mais il faut suivre le schéma, quoi. Ouais. C'est clair dans la démarche. Bon, après, il y a le calcul à faire. Alors, il faut en faire quelques-uns. Je la comprends tout à fait. Maintenant, voilà, c'est un calcul mathématique. Bon, maintenant aussi, on vit le jour avec la luminosité du jour et on y est sensible. Et on n'a pas forcément besoin d'un calcul exact. Ah, mais si on se contente de la sentir, c'est intéressant, mais ça peut servir si l'on veut, voilà, si on se dit, tiens, je voudrais faire un apéritif à l'extérieur. En ce moment, on a très envie de faire des apéritifs avec les copains. Ça, c'est vrai que ça nous manque. Bon, je veux le faire à 8 heures du soir, mais je veux le faire au mois de mars, le 20 mars. Est-ce que ça va coller? Alors, nous avons en plus des inconvénients complémentaires, c'est que nous avons le décalage horaire, et nous sommes à peu près à plus 1 heure par rapport au soleil et même plus 2 heures en horaire d'été. Donc ça, évidemment, comme nous allons chercher midi à 14 heures, ça ne simplifie pas les choses. Et puis cette méthode, je reconnais, il y a quand même quelque chose à dire, c'est qu'elle dit la longueur du jour, mais elle ne dit pas forcément l'heure de lever et l'heure de coucher. Et ça, l'heure de lever et l'heure de coucher, c'est lié à ce qu'on appelle l'équation horaire et qui dit qu'au fond, le midi vrai, il diffère du midi moyen. Il peut différer d'à peu près une demi-heure en avant ou en arrière. Bon, ok, mais c'est simplement l'idée, c'est qu'on sait quand même à peu près qu'il y a des moments où à 8 heures du soir, il fera nuit et d'autres moments où il fera jour. Voilà, c'est déjà assez simple. Et il y a d'autres applications, parce que celle-ci est amusante, je dirais, mais il y a d'autres applications, et c'est ça que je voudrais vous montrer, sauf si vous avez des questions autres. Monsieur Casali, monsieur... Non, merci, ça va. Voilà. Moi, je suis rentré, j'avais des problèmes de son, alors, donc j'ai loupé la moitié. J'ai essayé de reprendre un peu, quoi.
D'accord. Alors, vous avez les transparents, en tout cas ceux que je vous ai montrés sont disponibles sur le stand virtuel de la SAF. Et là, je vais vous montrer quelques transparents en plus qui vous parlent plus largement d'autres applications de ce calendrier équilibré et qui vous permettent de vous rendre compte si c'est utile de vous l'approprier. D'accord? Donc, je vais essayer de reprendre l'écran. Voilà. Alors, où est-ce qu'il s'est mis? Tac. Voilà. Alors, il faut lui donner un peu de temps pour qu'il arrive à passer au suivant. Les autres usages. Alors, ça, c'est un petit carton qui a la taille d'une carte postale que j'ai agrandi, qui vous permet de convertir le calendrier grégorien et le calendrier milésien. D'accord? Ah, c'est super. Ici, par exemple, alors ça, c'est l'hiver commun. Ça ne nous intéresse pas. Nous sommes une année bissextile, donc nous avons ce que j'appelle un hiver bissextile. C'est-à-dire qu'on fait le premier jour du calendrier milésien, le premier UNEM, il est tombé le 22 décembre, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. D'accord? Donc ici, sur la case d'une année, d'un mois, pardon, vous trouvez ici le mois grégorien dans les derniers jours, donc c'est rouge pour les mois grégoriens pairs et c'est bleu pour les mois grégoriens impairs. Vous voyez que le 1er janvier tombe le 11 UNEM, on est dans la partie régulière, et vous pouvez convertir dans un sens ou dans l'autre toutes les dates grégoriennes en dates milésiennes. Vous voyez ici apparaître notamment le 29 février. Vous remarquez qu'il y a quelques cases qui sont en inversé. Alors ça, c'est ce que je vous expliquerai demain. Ce sont les jours pivots. Hein, ce sont les jours qui tombent toujours à une même date dans une année donnée. D'accord? Alors, vous trouvez la même chose pour le printemps, pour l'été, pour l'automne. Vous avez quelque chose d'intéressant, notamment pour le mois de Cartème. Et ça, c'est ce que je vous expliquerai plus en détail samedi. C'est que le premier jour de Cartème, c'est le 22 mars. C'est le lendemain du 21 mars. Donc, c'est la première date possible pour Pâques. La première date possible pour Pâques, c'est le 22 mars. Pâques ne peut pas arriver plus tôt. Et ça, c'est intéressant parce qu'une façon de calculer Pâques, c'est tout simplement de calculer combien de jours après le 21 mars elle tombe. Et quand on fait ce calcul, on tombe directement sur le quantième du mois de Cartème. D'accord? Alors ça, ce petit tableau, il est très facile à porter sur soi, donc ça évite de se mémoriser, ou ça soulage, disons, les premiers temps, le calcul mental des dates. Avec le site du calendrier milésien, vous pouvez vous le procurer, et puis je le distribue assez facilement. Alors ça, c'est une autre application. Ça commence. J'ai vu des sites d'horloger qui commencent à s'intéresser à ce truc-là. C'est ce que j'appelle l'horloge milésienne. Donc c'est une façon de montrer les dates qui est aussi parlante que de montrer l'heure dans la journée. La petite aiguille indique le mois. Donc nous sommes déjà en sextème. Hein. Et la grande aiguille indique le jour. Donc nous sommes le 7. Donc c'est normal, nous sommes le 28 mai aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc le 28 mai, c'est le 7e jour en comptant à partir du 22 mai. Et donc c'est bien ça, 7. Alors vous remarquez, ça c'est parce que bien que cette horloge, c'est une réalisation bien sûr en numérique, mais vous remarquez qu'il y a deux échelles. Il y a l'échelle rouge et l'échelle bleue. Vous voyez un peu les mêmes dates. C'est parce que l'échelle rouge, quand vous allez jusqu'au bout, elle a 31 jours, alors que l'échelle bleue, quand vous faites le tour complet, elle n'a que 30 jours. Et vous passez de 30 à 1 avec le même écart. Et donc, en fait, on peut très bien réaliser cette pendule par des moyens mécaniques.
Le seul endroit où la grande aiguille doit faire un saut, c'est quand elle arrive au dernier jour du mois de 12e et qu'on est en année courte, c'est-à-dire qu'en année cave, c'est-à-dire qu'en année où on doit sauter le 31. Donc le seul saut qu'elle doit faire, c'est du 30 au premier UNEM de l'année suivante. D'accord? Donc il y a des horlogers qui ont regardé ça. Il n'y a pas encore de réalisation, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça met toujours quelques temps. Hein. Vous pouvez voir une version en ligne. Il suffit de chercher calendrier milésien sur Google, vous allez le trouver tout de suite. Alors, un aspect qui m'intéresse beaucoup, les dates symétriques. Vous imaginez des heures symétriques sur vos montres. Alors évidemment, maintenant, ça n'a plus de sens puisqu'on a mis midi à 14 heures, donc c'est un peu bizarre, mais en principe, imaginez votre montre, si elle indique 8h20, c'est symétrique par rapport à 5h moins 20. Symétrique au sens, le soleil se trouve à peu près à la même hauteur, mais de l'autre côté du ciel. D'accord, Jean-Claude, là-dessus? Oui. Hein, c'est sur un cadran solaire, effectivement, ce sont des heures symétriques. Eh bien là, sur 2 jours symétriques, ce sont 2 jours pendant lesquels le Soleil aura le même parcours sur la voûte céleste. D'accord? Et vous aurez globalement le même ensoleillement, la même durée de jour, etc. Vous n'aurez pas forcément le jour qui commence à la même heure et qui finit à la même heure, hein, mais vous aurez la même durée d'ensoleillement. Et donc, ce que j'en implique, c'est que si vous avez une différence de climat, de météo en général, enfin de climat plutôt, puisque la météo, c'est quand même très... ça résulte d'une année, du jour précédent, etc. Mais globalement, si le climat de ce jour-là, de ces 2 jours, les climats sont différents, c'est qu'il y a une explication à trouver. Autre application amusante, c'est différencier clairement, correctement les dates historiques. Alors Shakespeare et Cervantes, c'est un exemple très amusant parce qu'ils sont morts le même jour, soi-disant. Oui, c'est pas le même calendrier. Le problème, c'est que l'un est mort en Espagne, qui est la très catholique Espagne, et l'autre est mort en Angleterre, qui était encore au calendrier julien, parce que, comme on l'a expliqué tout à l'heure, les Anglais ne pouvaient pas avoir raison avec le pape. Ce n'était pas possible. Alors, vous voyez bien, quand on traduit ça en calendrier milésien, vous avez une dizaine de jours d'écart quand même. Hein. Donc, la même date peut désigner 2 jours différents, peut désigner 2 jours vraiment très différents. Il y a Newton et Galilée aussi. Autre chose d'amusant que j'ai trouvé, ça c'est comment certains phénomènes climatiques peuvent être analysés dans un référentiel qui leur donne du sens. Grâce aux données extrêmement nombreuses qu'on a maintenant sur la température de l'eau, la température de surface de l'eau sur les océans et sur les mers, j'ai analysé quelle était la température de l'eau dans l'hémisphère nord en moyenne à une latitude donnée, donc à 45 degrés. Bon. Là, les données sont entre 2014 et 2017, mais j'ai fait une analyse plus longue et là, je vous les montre pour que vous puissiez les observer plus facilement. Eh bien, le maximum de température il est vers le 1er novembre, c'est-à-dire le 22 août. Alors, quand vous dites le 22 août, bon, oui, pourquoi pas le 20, pourquoi pas le 25, etc. Mais quand vous le dites en calendrier milésien, vous avez envie de dire, bah, c'est vraiment le début de novembre. Ce n'est pas tout à fait exact, pas tout à fait la même chose toutes les années, mais enfin quand même. Vous voyez bien que ce maximum tombe à peu près la semaine qui arrive ce jour-là. Et le minimum, lui, il est le 1er tertem. Alors ça, c'est intéressant. Donc vous avez un retard de 2 mois entre le solstice, c'est-à-dire le moment où il y a le moins d'ensoleillement, et le moment où les eaux de l'hémisphère nord sont en moyenne le plus froid.
J'ai aussi fait une petite analyse de la calotte glaciaire. Ça, c'est une analyse facile à faire parce que les données sont disponibles, elles sont mises à jour tous les jours. Donc ça, c'est une analyse pour, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 9 années, de 2006 à 2014. La seule différence par rapport au schéma que vous verrez, c'est que je les ai calés dans les mois milésiens. D'accord? Et là, il y a quelque chose qui m'a quand même beaucoup frappé. C'est que on a l'impression qu'il y a des saisons, il y a des moments où les courbes s'infléchissent ou traversent des valeurs qui sont à peu près les mêmes. C'est surtout remarquable ici où l'échelle, la différence entre les valeurs est assez peu sensible, alors que là, le moment où la calotte glaciaire est à son minimum, c'est quelque chose d'extrêmement observé par les écologistes parce que vous avez des différences très importantes. D'accord? C'est très caractéristique. Or, ce minimum, eh bien, il arrive à l'équinoxe d'automne. Ce n'est pas très étonnant. On se dit qu'effectivement, c'est le moment où, justement, l'ombre commence à s'étendre sur l'ensemble du cercle arctique. Et c'est pour ça que, brusquement, la calotte se reconstitue très vite. Mais ce que j'ai observé, c'est que vraiment, on a l'impression qu'il y a des saisons. Il y a des moments où elle ne bouge pas, elle est très fixe, donc c'est surtout en hiver, bien entendu, mais également en été. Et puis, il y a des moments où elle varie très vite. Voilà. C'est le printemps de la calotte et l'automne de la calotte. Voilà, j'en ai fini pour cet exposé. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autres exercices sur Non, mais je voudrais signaler que dans le… Ouais, moi, j'ai le calendrier milésien pour l'année 2020 et que il est détaillé puisqu'on a même les zones scolaires de 2020 en calendrier milésien. Oui, tout donc, à fait. je suppose que des élèves peuvent décider, peuvent peut-être utiliser le calendrier milésien pour leur date de vacances 2020. J'ai proposé, j'ai même rentré le calendrier scolaire de l'école de mon fils en milésien. C'était assez intéressant. Je vais essayer de vous le montrer. Le calendrier que tu montres, Jean-Claude, parce que je l'ai, bien entendu, dans sa version originale. Oui, en plus, derrière, il y a toutes les explications. Absolument. Alors, il faut que j'aille dessus. Toc. Voilà. Et alors, je le présente chaque année. Moi, je le proposais bien à l'annuaire des postes. Hein. Ah oui. Ah oui. Voilà. Alors, je vais le… voilà. OK. Voilà. Alors, là, le problème, c'est que, oui, il y a cette partie qui est inversée. Je ne suis pas sûr que… Si, je peux peut-être l'inverser, je vais voir. Bon, je vais vous l'afficher. Je vais vous l'afficher un petit instant. Voilà, je reprends la main. Toc. Voilà, alors là, c'est la version qui est fournie à l'imprimeur. Donc, il y a une partie qui est à l'envers et une partie qui est à l'endroit. Donc, ça, c'est le deuxième semestre, bien entendu. Alors, vous voyez bien les vacances qui sont indiquées, mais ça, c'est les vacances d'été. Et vous voyez qu'elles sont bien réparties finalement. Elles sont centrées sur Octem. Hein, puisqu'elle commence au milieu de septembre, bien après le solstice d'été, et elles finissent 3 semaines avant l'équinoxe d'automne. Mais effectivement, il y a les zones. Alors, je vais essayer de vous l'inverser là. Ne bougez pas. Affichage, rotation. Une fois. 2 fois. Alors voilà, comme ça, on voit. Encore un. Puis sur 2.
Voilà, puis oui, c'est deux pipes en terre, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc là, d'une part, par rapport au calendrier des PTT, moi j'ai pensé que connaître le détail des saints n'était plus très intéressant, hein, même pour ceux qui sont des pratiquants très assidus, très franchement, on n'a pas besoin de tout ça. Et puis dans nos communautés, nous avons, dans notre nation, nous avons d'autres communautés qui ont aussi des dates un peu importantes. Alors ce que vous voyez, c'est intéressant, là j'ai mis les lunes, mais j'ai mis les lunes moyennes. Je n'ai pas mis les lunes vraies. Il peut y avoir un décalage d'un jour, parce qu'elle peut arriver un petit peu avant, un petit peu après. Mais vous voyez très bien qu'elles arrivent soit le même jour à 2 mois d'intervalle, puis ensuite elles se décalent de 2 jours, c'est tout à fait ça, soit elles se décalent d'un jour chaque mois. En tout cas, 2 bimestres, pardon, enfin un bimestre, 2 mois, un bimestre du calendrier milésien, et puis la plupart des bimestres quand même du calendrier grégorien font 61 jours. Alors qu'on sait bien que 2 lunaisons font 59 jours. Une lunaison, c'est 29 jours et demi, pour simplifier. C'est 29 jours, 12 heures et 44 minutes et 2 secondes, 2-3 secondes. En fait, on peut simplifier ça au niveau d'une année à 29 jours, 12 heures. Donc, 2 lunaisons, c'est 59 jours. C'est exactement 2 jours de moins. Et il y a aussi un phénomène intéressant, c'est que 9 semaines, c'est 63 jours. Donc, c'est 2 jours de plus qu'un bimestre de 2 mois réguliers. Et tout ça, ça fait partie des bonnes propriétés qui facilitent énormément les calculs, y compris les calculs mentaux. D'accord? Alors, je vous ai mis là-dessus des tas de fêtes, Hanouka. Alors Hanouka, c'est très intéressant, ça tombe parfois avant, parfois après le solstice. Ça dépend du moment où est intercalé le 13e mois du calendrier lunisolaire des Juifs. J'ai mis le nouvel an grégorien, c'est quand même important, j'ai mis Noël. Alors Noël est souvent le 5 UNEM, mais cette année c'est le 4 UNEM, puisque comme c'est une année bissextile, il y a un décalage. Oui. D'accord? Je n'ai mis les fêtes chrétiennes que les plus remarquables ou importantes. Donc, il y a des critères, hein, mais ces critères sont un petit peu complexes. Et tu n'as pas oublié de noter Poisson d'avril hein, sur ton calendrier. Non, Poisson d'avril, parce que le poisson d'avril, c'est le 1er avril, c'est facile voilà, en grégorien, mais en milésien, il faut se le refaire. Hein, donc voilà. Voilà, donc, il va y avoir des erreurs, alors là, c'est embêtant voilà. Pour la poisson. Ouais, voilà. Donc, j'ai noté le nouvel an chinois. Alors, le nouvel an chinois, c'est la nouvelle lune, la seconde nouvelle lune après le solstice. Donc, c'est tout à fait ça. On peut dire que le nouvel an chinois, il tombe pratiquement tout le temps en secondème. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Il peut tomber le dernier jour de UNEM, mais c'est très facile. C'est la nouvelle lune de secondème. C'est une définition extrêmement simple avec notre calendrier. D'accord? J'ai noté la Saint-Valentin. Ça, c'est une fête importante, mais peut-être pas pour des raisons religieuses. Vous voyez qu'il y a les événements tropiques, hein, il y a le solstice. Donc le solstice, en ce moment, il tombe toujours le 1er UNEM, et ça va durer jusqu'en 2000, au moins jusqu'en 2042. En revanche, l'équinoxe, l'hiver est court. L'équinoxe tombe avant les 91 jours. Le solstice, cette année, il tombe le 20. Je pourrais vous le remontrer tout à l'heure, mais sur l'horloge milésienne que je vous ai montrée, il y avait des petites traces vertes qui indiquaient les événements tropiques, c'est-à-dire les débuts et fins de saison. Ben, je vais vous le refaire parce que c'est vraiment intéressant à voir. Toc. Voilà, je vais faire ça par exemple. Vous voyez bien les petites flèches vertes, ce sont les équinoxes et solstices astronomiques. Donc c'est le moment géométrique précis
qui ont été définis par les astronomes. Donc, le solstice d'hiver, il tombe. Alors, c'est défini évidemment sur l'échelle des mois, pas sur l'échelle des jours. Donc, le solstice tombe vraiment en début d'année, il n'y a pas de problème. En revanche, l'équinoxe de printemps, on voit bien que l'hiver est plus court que le printemps, pardon. Ça se voit. Et c'est l'hiver vrai. Mais ça, les gens ne le savent pas. Hein. Les gens se disent, ah ouais, c'est vers le 21, vers le 22, bon, etc. C'est parce que les mois sont décalés. Non. Il y a un véritable décalage des saisons qui est lié au fait que la Terre ne tourne pas exactement rond autour du Soleil, mais forme une ellipse. D'accord? Et là, vous avez un été qui est plus long et vous avez un automne qui est un peu plus court, à peine plus court. C'est l'hiver qui est la saison la plus courte actuellement. Et la raison, c'est que en fait, le périhélie tombe à peu près ici. Il tombe vers le 4, 5, 6 janvier, donc vers le 16, vers le 14, 15, 16 UNEM, donc 14, 15, 16 du premier mois. Il y a d'ailleurs une définition possible, une définition astronomique possible de l'ère chrétienne ou ère commune, c'est-à-dire de l'an 0, qui est liée au fait que le périhélie était aligné avec le solstice vers 1248. Alors ça, Jean-Claude, tu dois être au moins aussi bon que moi pour retrouver ça. Moi, je l'ai constaté sur les tables. Attends, je renote une seconde. Ouais. Je te dirai. C'est-à-dire que moi, j'ai constaté, alors c'est toujours un peu compliqué de calculer les instants géométriques exacts des saisons parce qu'en fait, c'est un instant géométrique qui caractérise le passage de la Terre par un certain endroit, mais la Terre elle-même, en fait, c'est le système Terre-Lune qui tourne autour du Soleil, donc le point précis de la Terre a des toutes petites oscillations en plus ou en moins. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'hiver, la séquence hiver-printemps, avait exactement la même durée que la séquence été-automne, autour de 1248. Oui, je regarderai, je donnerai les résultats. Oui. Voilà, moi j'avais observé ça en prenant un certain nombre de données de l'IMCCE, bien sûr, parce que c'est eux qui ont les données extrêmement précises là-dessus. Et depuis lors, le passage par le périhélie, c'est-à-dire le moment où la Terre est le plus proche du Soleil, ne cesse d'avancer de se déplacer vers le courant du mois de l'hiver, le courant de l'UNEM. À quelle amplitude ça se déplace? Le cycle est d'environ 26 000 ans. C'est un peu comme la précession de l'équinoxe. Comme la précession, quoi. Oui, c'est à peu près. Alors, ce n'est pas le même cycle, hein, mais c'est à peu près comme la précession. Alors, c'est intéressant parce que c'est cet astronome serbe Milanković qui a étudié ça et qui a émis une théorie astronomique de l'évolution climatique. Tout ça fait partie des grandes discussions que l'on peut avoir sur l'évolution du climat. Et il y a une cause qui est pour moi indiscutable. C'est bien une cause astronomique. Alors, c'est peut-être pas la seule, hein, c'est sûrement pas la seule. Mais il y a une cause astronomique. Il y a une cause astronomique qui me paraît certaine et qui se manifeste en fait tout simplement que l'hiver est plus court. Alors, de très peu. Mais ça suffit à causer une petite variation de climat. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quand on est au pôle Nord, on peut utiliser ton calendrier? Pourquoi pas? Avec 6 mois de… Oui. Alors, effectivement, si j'entendais il y a quelques jours le témoignage d'un scientifique qui bon, il n'est pas au pôle Nord, il est sur le continent antarctique. Et ça n'est pas tout à fait au pôle, c'est l'une des bases qui est déjà un peu sortie du pôle, mais il raisonne de la même façon. Il dit, on est dans la nuit
de mai à août. Or, tu regardes les dates symétriques, c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. C'est de quintème à octème. Voilà. Et on peut d'ailleurs faire. Alors, attendez, est-ce que j'ai bien. Toc. Tiens, il me semblait que j'avais mis les dates. Non, attendez. Je vais sortir de là. Il y avait quelque chose que j'avais mis, mais que je n'ai pas. Voilà. Je vous remets le diaporama ici. Ah non, mais c'est ça, oui, je l'avais mis. Voilà. Pour calculer deux dates symétriques en millésien, c'est facile. Tu pars d'une date, là, tu te dis, j'ai le 20 quartème. Bon. Quelle est la date symétrique? Eh bien, si c'est le 20 à partir du début de quartème, c'est le 20 à partir de la fin de novème. D'accord? Tu as quartème ici, tu as novème là, et donc tu repars dans l'autre sens. D'accord? C'est comme ça qu'on peut l'exprimer. Sinon, on peut faire le dessin, enfin, on peut imaginer les montres. C'est la même idée. De même que tu dis, ici, 8h20 en gros, et là, ça fait 4h40. Une petite gymnastique. Attends, pardon, je vous raconte ça, mais oui, ça manque, le visuel manque. Ça ne marchait pas. Oui. Donc, ça ne marchait pas, donc ce n'est pas la peine. Alors, attends, non, ça ne va pas. Il faut que je reprenne le diapo. Voilà, et il faut que je le partage. Ça fait deux choses. Voilà. Non. Un instant, ce n'est pas celui-là que je voulais partager. Voilà, on y va. Voilà, c'est là. Vous voyez, les dates, pour calculer deux dates symétriques, c'est un peu comme les minutes, comme les heures et les minutes. 8 heures plus 20 minutes, c'est symétrique de 5 heures moins 20 minutes. Donc, c'est intéressant parce que ça correspond à nos réflexes. On dit facilement, quand on a dépassé 1h30, on dit 2 heures moins 25, moins 20, etc. Et ça correspond à une vision symétrique des heures. Eh bien, on peut faire la même chose avec les mois millésiens. Simplement faire attention que, effectivement, ce n'est pas comme les heures. Hein. Quartème est symétrique de novème, quintème est symétrique d'octème, sextème est symétrique de septème, donc ce n'est pas tout à fait comme les heures. Mais sinon, le principe de symétrie est le même. Si vous ajoutez 20 jours d'un côté, ou si vous ajoutez 10 jours d'un côté, pardon, eh bien, vous retirez 20 jours, vous retirez 10 jours de l'autre côté. Donc ça permet de dire très vite, s'il est à l'ombre, je ne sais pas, il parlait du mois de mai, donc du début du mois de mai, ça devait être, disons, vers le 5 mai, donc le 15 quintème, très rapidement, ça dure jusqu'au 15 octème, c'est très facile. Et le 15 octème, c'est vers le 5 août. Donc à chaque fois, on a une petite gymnastique pour revenir au calendrier grégorien. Si on part du calendrier grégorien directement, on n'arrive pas à trouver ces symétries. Voilà, autre question, il est midi moins 5. Donc demain, à 11h, je vous parlerai du calcul de date de semaine. Donc ce sera en calendrier grégorien, là pour le coup, mais pour la petite histoire, avec le calendrier milésien, grâce aux régularités, j'ai retrouvé pratiquement le principe des dates pivots de John Conway. Et du coup, je me suis intéressé à cet algorithme et je me suis arrangé pour que ceux qui connaissent l'algorithme de Conway
puisse l'utiliser en calendrier milésien. C'est une des raisons pour lesquelles il est calé sur les 22 du mois, etc. Et samedi, je vous ferai la lune. Alors, pour la petite histoire, la lune en milésien, j'ai voulu retrouver un truc très précis avec des demi-lunes. J'avais vu des recherches où effectivement on pouvait estimer de façon très précise, enfin d'une façon un peu plus précise, l'âge de la lune en demi-unités. Mais finalement, ça se révèle assez compliqué à trouver. Et donc, nos bons vieux astronomes grégoriens, ils ont un système qui n'est pas très précis, hein, faut reconnaître. On a bien vu l'année dernière, le Pâques a été célébré très tard, mais si on avait suivi la définition astronomique précise, le Pâques aurait dû être beaucoup plus tôt, en mars. Hein. Eh bien, oui, mais bon, de temps en temps, il faut faire des arbitrages pour que tout le monde soit d'accord. Et puis surtout, ce que ça montre, c'est que bon, à quelques heures près, finalement, ça compte pas beaucoup pour les gens. Les gens disent simplement, c'est cette nuit, c'est la pleine lune parce que c'est le 14e jour de lune. Bon, ça diffère pas tellement de la nuit précédente et de la nuit suivante. Ça diffère au bout de 3-4 jours, mais pas plus. Et ça suffit pour la plupart des usages, ne serait-ce que pour savoir à peu près l'heure de marée. Ah, la marée, elle est le matin, elle est l'après-midi. Souvent, on n'a besoin que de ça, hein, finalement. Et c'est ça, il faut pouvoir arbitrer entre la précision et la facilité d'usage. Et donc, les propositions que je fais, c'est facilité d'usage. Est-ce qu'il y a d'autres questions plus larges sur ces sujets? Alors, si vous souhaitez les transparents, donc encore une fois, ils sont sur le site. Ce sont les transparents que j'ai fait il y a quelques jours. Il n'y avait pas les quelques suppléments que je vous ai montrés. On pourrait les mettre. Est-ce qu'on peut mettre facilement, Maria, les nouvelles versions sur le site? Pas sur le site du salon, sur le site de la SAF, oui. Parce que le salon, ils sont débordés, je crois. J'ai envoyé d'autres documents hier. Je n'ai pas eu le temps de les mettre en ligne. Bon, d'accord. Écoute, je te l'enverrai tout à l'heure. Je vais peut-être faire quelques améliorations aussi sur les deux autres présentations. On peut mettre, après le salon, lundi, on peut mettre tous ces documents sur le site de la SAF. Bien, oui. Ah oui, c'est une bonne idée, effectivement. Plus les réponses. Oui. Faisons comme ça. Et on aura aussi la vidéo en principe de la Très bien. Okay. Bah, écoutez, je pense qu'on peut considérer la vidéo comme terminée. On peut arrêter l'enregistrement. Comme ça, tu